Merci Alix pour l'introduction et merci à Simon et aux autres membres du CRISIS pour l'organisation de ce colloque qui, je pense, nous aidera beaucoup au sein du projet Collab pour attaquer ce qu'a Vincent a rappelé hier, de l'analyse transversale. Donc, comme mes collègues ici présents du CREM et de Paris 8, je fais partie du projet de recherche Collab. Au sein d'un axe où nous sommes trois et nous nous intéressons essentiellement à la relation entre le financement participatif et la mutation des politiques publiques et notamment du financement de la culture par le prisme des institutions culturelles. Alors il faut savoir que dans un premier temps, au sein de cet axe de recherche, on avait choisi d'être à la fois sur deux institutions particulières, à savoir les musées et les collectivités territoriales, et que par la suite nous avons fait le choix de recentrer notre axe de recherche et nos questionnements sur les institutions culturelles. Alors, voici un superbe tableau qui vous présente un peu ce que nous avons réalisé en termes de terrain et d'entretien. Donc, essentiellement un terrain binational entre la France, où vous avez donc une série de musées parisiens, et également le CMN, qui est un réseau de monuments, d'une centaine de monuments en France, qui est géré pour le compte de l'État, donc par le Centre des Monuments Nationaux. Vous avez également donc une série de musées où nous avons réalisé des entretiens en région, musées et donc château pour Château de Fontainebleau. Des terrains également aux États-Unis que j'ai menés donc en juillet 2016, l'année dernière, il y a un an. Des entretiens avec des plateformes que je présenterai tout de suite après, et également des entretiens menés avec les groupes d'intérêt comme Financement Participatif France ou le European Crowdfunding Network. Alors, sans plus attendre, je voudrais vous préciser deux choses. Alors, je vais revenir sur mon petit tableau, tout simplement pour vous dire que ce qui est intéressant dans un premier temps, on va dire en décryptage brut d'entretien, c'est que nous avons eu affaire en fait à des porteurs de projets qui viennent de services bien différents. Vous avez à la fois des choses qui peuvent paraître très évidentes comme la direction du mécénat ou des dons, notamment aux États-Unis, mais des porteurs de projets qui peuvent aussi appartenir dans des directions de la communication, du numérique, voire la direction qui se charge de la relation avec les publics. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est le choix qui a été fait au sein de notre axe de privilégier la terminologie de mécénat participatif culturel plus que de financement participatif. Et ça, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui nous différencie des autres axes de recherche au sein de Collab, et d'ailleurs des présentations qui ont été faites depuis hier. C'est donc d'employer ce concept qui ne date pas de l'invention des plateformes de crowdfunding, de mécénat. Alors nous avons fait ce choix pour trois raisons. La première, c'est tout simplement pour s'adapter à la terminologie institutionnelle, notamment en France, celle utilisée par le ministère de la Culture et de la Communication, qui emploie à profusion le concept de mécénat participatif ou de mécénat culturel. Alors on peut y voir, on peut faire une hypothèse, c'est tout simplement parce que faire du crowdfunding en France, notamment pour les musées, c'est un peu tabou, donc du coup on va faire du mécénat participatif. C'est juste un décalage de concept afin de le faire rentrer dans les missions et les cases identifiées de ce que peut faire un musée, donc notamment soit dans la direction du mécénat, soit en médiation ou alors en communication. Alors cela tient aussi et surtout à une loi qui est importante en France, qui s'appelle la loi mécénat, qui a été votée en 2003, et dans laquelle plateformes et institutions culturelles se sont largement engouffrées pour appuyer leur argumentaire et pour stimuler le don des contributeurs. Alors cette loi, elle est à la fois pour les entreprises et les particuliers. Je vais me concentrer uniquement sur la partie particulier. C'est vous faites un don de 100 €, vous pouvez en déduire 66 de votre impôt sur le revenu. Donc vous l'aurez compris, 66% du don est déductible dans la limite de 20% de votre impôt sur le revenu de l'année précédente en France. Et ça, c'est versus les réglementations fiscales qui sont beaucoup plus restrictives en France comme aux États-Unis sur l'économie collaborative. Par exemple, la taxation des revenus dégagés par les particuliers sur les plateformes telles que Airbnb
ou alors les projets qui sont sur des plateformes de crowdfunding mais qui ne sont pas en tout cas admissibles à cette déduction fiscale. Cet avantage qu'on peut qualifier de concurrentiel pour les institutions culturelles est également valable aux États-Unis, avec une déduction de 50% qui est valable au titre d'un don fait à une non-profit organization. Alors le contexte qui a été rappelé d'ailleurs hier, c'est celui à la fois d'un désengagement relatif, il faut nuancer, de la puissance publique et d'une injonction de plus en plus forte à l'autofinancement et notamment pour les institutions culturelles. Alors ça peut passer par de la privatisation d'espace, ça peut passer par de la recherche de mécénat d'entreprises, du naming de salles, comme par exemple au Smithsonian aux États-Unis ou sur l'histoire des transports aux États-Unis, vous avez le hall qui s'appelle le hall General Motors. À ce titre, je vais citer donc un professeur donc, français qui s'appelle Jean-Michel Taubellem et qui est spécialisé sur les musées et la gestion. Et il nous dit il faut démentir l'assertion fréquente d'une absence d'intervention publique dans le financement de la culture aux États-Unis d'Amérique. Il est possible que les sommes en jeu soient en définitive comparables à celles de nombreux pays européens, avec une différence sensible toutefois. Le rôle de l'État est moins de faire par lui-même que d'inciter à faire ou d'encourager à faire faire, entre guillemets, par de multiples intervenants, particuliers, associations, organismes professionnels, fondations et entreprises. Alors pourquoi cette citation? Tout simplement parce que les plateformes et les campagnes que je vais vous montrer sont des exemples et des outils du comment apprendre aux institutions à faire faire et à s'autofinancer. Alors voilà, c'est un peu illisible, mais rassurez-vous, je ne vais pas m'y étendre. Vous avez pour les institutions culturelles, en tout cas qui constituent le cœur de notre terrain, 4 types de plateformes auxquelles elles ont été confrontées. Dans un premier temps, et là aussi c'est une spécificité des musées, notamment en France, des plateformes institutionnelles. C'est-à-dire que vous allez avoir certaines institutions en France qui vont faire le choix, plutôt que de passer par des Ulule, Kickstarter et compagnie, de développer leur propre plateforme. Alors c'est notamment le cas du musée du Louvre, avec sa plateforme Tous Mécènes, qui permet de lever entre 500 et 800 000 euros par an, avec donc une campagne annuelle. Par exemple, on peut penser à la table de Téchène, donc, qui a été acquise pour 12,5 millions d'euros et pour laquelle donc, le budget récolté via la campagne a été un complément. Un complément donc, qui ne représente jamais, selon les campagnes d'acquisition ou de rénovation, plus de 10% des montants des dons. Ce qui est intéressant et que je porte à votre réflexion, c'est lors de l'entretien, il m'a été confié que les départements du Louvre sont mis en compétition chaque année pour établir une liste d'œuvres, et je cite, j'espère que ça vous fera réagir, d'œuvres à potentiel grand public. C'est des verbatims comme on en souhaite à chaque entretien. Alors, pour le Centre des Monuments Nationaux, la plateforme s'appelle Ma pierre à l'édifice et elle a été créée début 2016 avec une opportunité, c'est-à-dire celle d'un budget qui a été dégagé pour refondre complètement l'écosystème numérique du CMN, c'est-à-dire, je vous ai dit que c'était un réseau de 100 monuments, mais le but était de créer une usine à site web. Et donc du coup, dans cette usine à site web, on s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire un en plus pour avoir notre propre plateforme de financement participatif. Un autre exemple comme ça d'opportunité, c'est le Théâtre de l'Odéon, qui en fait a monté sa plateforme sur son site web. Alors quand je dis plateforme, c'est un module de paiement, il ne faut pas non plus aller chercher plus loin, en faisant une opération donc, de financement participatif aussi, en partenariat avec l'Union européenne, donc sur de l'éducation populaire au théâtre, et qui a décidé donc à la fois de créer ce module de paiement, cette plateforme, et d'autre part de créer en fait de A à Z son service de mécénat qui n'existait pas. Et donc ce qui ressort des entretiens, c'est qu'on a notamment de la part d'institutions qui ont testé certaines plateformes, de la volonté d'internaliser, de maîtriser le trafic, les données, de maîtriser aussi les flux financiers, notamment la question de la commission qui pose problème. Et c'est notamment le cas de la part des institutions qui sont les plus solidement dotées en fonds, qui souhaitent maîtriser en fait de A à Z ce qu'elles font et comment elles opèrent donc
leur campagne. Vous avez également donc des partenariats avec des plateformes généralistes. Donc la première d'entre elles, qui a été rappelée hier, My Major Company en 2013 avec le CMN. Ulule, KissKissBankBank ou Kickstarter qui a la main mise véritablement sur les campagnes de crowdfunding aux États-Unis. Vous avez enfin deux types de plateformes, plus on va dire de segments spécialisés. Des plateformes qui se définissent comme étant de mécénat participatif. Donc deux en France, ProArty, qui est à la fois donc un fonds de dotation et une start-up qui propose une série de services et de formations pour acculturer les agents. Donc alors j'en ai relevé quelques-unes, la boîte à outils d'une collecte réussie, le crowdfunding et les réseaux sociaux, mais également ce qui est intéressant c'est de voir que les formations proposent du coaching pour le mécénat d'entreprise, qui n'est pas dans la culture des musées en France, je tiens à le rappeler, et également une formation sur mesure très intéressante, et là aussi je vous l'apporte à la réflexion, stratégie croisée pour du mécénat d'entreprise et du crowdfunding. Donc ce qu'il y a en commun avec ces plateformes, que ce soit ProArty ou Comeon, c'est à la fois la mise en avant d'un fichier client, c'est-à-dire on dit au musée, regardez, nous on a déjà une série de donateurs qui peuvent être mobilisés pour vous, ou qui ont répondu présent pour des projets qui sont analogues aux vôtres. Et également des solutions techniques clés en main pour les institutions, que ce soit la data vise de différents indicateurs de campagne, jusqu'à l'impression des reçus fiscaux et la gestion du panier de paiement en ligne. Également, ce qui est mis en avant par ces plateformes de mécénat, c'est la connaissance et l'expertise du secteur culturel, le fait de pouvoir capitaliser, de s'approprier les bonnes pratiques des campagnes ayant réussi, tout en proposant une série d'outils organisationnels qui manqueraient à ces institutions telles que les rétro-planning ou les partenaires, les prestataires avec qui travailler. Vous avez enfin un dernier type de plateformes qui sont les plateformes dites patrimoniales. Donc en France, vous avez D'Artagnan. Alors ce qui est intéressant, c'est que D'Artagnan, c'est à la fois une plateforme de crowdfunding et une agence de communication, ce qui leur permet de vendre du coup et la campagne et ce qui va avec, le service après-vente. Et une plateforme à l'étranger que j'aime bien, parce que je m'appelle Apiotti, qui s'appelle Love Italy et qui est dedicated to Italy's cultural heritage. Donc je vais vous la montrer. Alors voici, vous avez tous mes scènes à gauche, la rénovation de l'atelier du peintre de Monet en 2014, qui a récolté 150 000 €. Vous avez la campagne du Quai Branly, dont on a fait l'entretien en juin, donc d'un montant de 50 000 €. Le musée de la faïence à Nevers sur votre droite avec un article de presse. Coméon à gauche et D'Artagnan à droite. Alors, ma dernière partie donc, sera consacrée à une partie, on va dire, questionnement, hypothèse, et permettra d'ouvrir la discussion aussi. Alors nous, ce qui ressort de notre analyse croisée, c'est que, et ça rejoint d'ailleurs, ça fait écho à ce qui a été dit depuis hier, c'est que pour ces institutions culturelles, c'est notamment quand on les interroge sur quel est le moteur qui les pousse à faire des campagnes et quels sont, on va dire, ce qu'ils en retirent, c'est des enjeux de communication avant tout. Ils nous disent très clairement qu'il y a des moyens plus efficaces de lever de l'argent et que l'objectif principal pour un musée dont ils ont la gestion avec d'autres agents n'est pas tant de lever de l'argent, mais qu'il y a d'autres enjeux qui sont plus intéressants, et notamment les retombées en termes de relations presse. C'est un argument qu'il faut néanmoins nuancer, notamment pour les entretiens que nous avons menés avec les musées de petite et moyenne taille en région en France, dont certains ont une implantation territoriale très forte, donc ce qui rejoint ce qu'on a dit hier sur le local et le financement participatif. Et donc pour certains, ces dons récoltés ont permis, notamment pour la piscine de Roubaix, de financer en partie une extension donc, des collections et des espaces d'exposition. Donc nous, ce qu'on relève, c'est que donc, ces campagnes sont surtout utilisées dans les musées comme étant des instruments de communication externe, donc communiquer sur les réseaux, communiquer avec des retombées en direct via les relations presse, mais aussi des éléments de communication interne pour les agents. Alors je m'explique, ça nous a été dit à plusieurs reprises, c'est que ces campagnes sont aussi utilisées pour apprendre aux agents à travailler en mode projet, à fédérer, à défendre un idéal qui est triple. C'est à la fois la participation des publics dans les projets de l'institution,
la transparence des actions et la discipline managériale via l'injonction à l'autofinancement. Il faut s'autofinancer. Et pour l'université, c'est pareil. Alors, je citerai à cet égard Westphalen et Liebert dans Communicator, qui dit « La communication interne s'est ainsi progressivement imposée comme une discipline managériale au même titre que la gestion des ressources humaines. » Ou, autre citation merveilleuse, « La logique est simple, la communication interne permet de créer un esprit d'entreprise et de motiver les hommes, comme les agents dans les musées. » Alors, petit b, les musées et les politiques publiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la concurrence dans ces entretiens et terrains de deux discours qui s'entrecroisent, bon, selon le niveau de langue de bois, la tension ou pas. Donc, on a eu d'une part le discours institutionnel classique, qui est de présenter le mécénat dit participatif comme un outil de médiation. Je présente mes collections, les coulisses du musée, etc. Comme un outil aussi de développement culturel au service de ces publics, comme un outil aussi d'acquisition de nouveaux publics. Et d'autre part, aussi des aveux fréquents qu'en réalité, ces campagnes ont été menées parce qu'il fallait en faire. Voilà, il fallait y être. Donc des injonctions à faire des campagnes. Et donc tout ça dans un contexte, et ça a été dit à plusieurs reprises depuis hier, de désengagement partiel de la puissance publique. Et ce qui pose la question et ce qui interroge les agents en interne, et notamment ceux qui sont chargés d'aller chercher de l'argent par différents biais, de qu'est-ce qu'on projette, quel imaginaire on projette sur ce financement participatif. Alors, pourquoi au fond faire des campagnes et comment cela peut rentrer dans les missions du musée. Donc c'est, en tout cas pour les agents interrogés, un moyen de justifier ses actions. C'est-à-dire que en tant qu'agent, on peut démontrer ses savoir-faire, alors que ce soit des savoir-faire communicationnels, des savoir-faire en médiation, des savoir-faire en termes d'innovation, à ses hiérarchies, à ses collègues, à ses pairs qui ont on va dire des fiches de poste similaires, et aussi en externe, donc démontrer les savoir-faire du musée, c'est-à-dire après toute la tarte à la crème des discours médiatiques sur le musée dépoussiéré par exemple, ou le musée sauvé par le financement participatif et le numérique, parce qu'en général ça va de pair. Donc prouver en externe que le musée peut on va dire, revigorer. Ça a aussi un effet sur les financeurs, donc notamment avec des campagnes et des stratégies croisées, comme au musée du Quai Branly, sur réactiver ou en tout cas revivifier le vivier des mécènes d'entreprise en profitant justement de l'opportunité de faire une campagne de crowdfunding. Et enfin, alors j'ai relevé une citation qui a été dite hier par Jean-Sébastien Noël de La Ruche, qui a dit que le financement participatif était un outil de validation du promoteur et du projet. J'ai relevé cette citation parce que pour moi, elle rentre totalement justement dans ce qui nous a été dit et ce qui ressort des entretiens. Et notamment le fait que pour ces musées-là, pour certains d'entre eux, le tampon financement participatif permet à la fois de légitimer le projet, mais aussi permet de légitimer la politique menée par la direction du musée. Et la participation des publics devient à ce moment-là l'aiguillon d'une bonne politique publique, comme ça a été dit tout à l'heure par, excusez-moi j'ai oublié votre nom, sur le fait justement que la subvention, ce qui a beaucoup plu à donc à Patrimoine Canada, c'est qu'il y avait ce côté sociofinancement qui a apporté une sorte de tampon de validation et de légitimation de la part des publics, des citoyens, mais aussi des contribuables. Et ça va d'ailleurs avec un mouvement de pair qui me semble plus large, que l'on observe de certaines villes, depuis la pionnière Sao Paulo jusqu'à Paris en 2014, avec le mouvement des budgets participatifs, où finalement on invite les citoyens à s'emparer de manière plus ou moins cadrée, des décisions et de valider les bons projets par le vote. Et au final, on peut se demander si, 2 minutes, très bien, j'en suis à la fin, si ce sociofinancement n'est pas aussi une forme de vote de la politique et des projets à mener pour les institutions culturelles. Alors, je vous ai mis la piscine de Roubaix juste ici, très très belle. Et le dernier point, le dernier axe de nos recherches, puisqu'il s'agit, j'aurais dû le préciser, je pense, dès le départ, d'un travail qui est encore en cours,
c'est de s'interroger sur les impacts du financement participatif et des campagnes menées sur l'organisation du travail au sein de ces musées. Alors, ce qui est intéressant, et je l'ai dit au départ, c'est que les organisations auxquelles on a été confrontés, les organigrammes sont différents d'un musée à un autre, que ce soit par les services impliqués ou le mode de fonctionnement. Alors par exemple, pour un musée dont je ne citerai pas le nom, la directrice du mécénat nous a avoué que travailler en mode projet était c'est-à-dire en projet transversal avec différents services, était une révolution copernicienne et qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant et que c'était voilà, que c'était bien. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est revenu plusieurs fois cette idée de la part des agents interrogés qu'ils arrivent via ces campagnes de crowdfunding à en capacité, pour reprendre un mot de chez vous, l'encapacitation, donc et l'empowerment, leurs compétences et aussi de développer au final de nouvelles formes de travail, alors que ça soit le travail des usagers contributeurs en les faisant partager sur les réseaux sociaux par exemple, voilà, on va dire la dynamique de la campagne. Alors, du coup, vu qu'il doit me rester 30 secondes ou 15 secondes, je vais juste passer à la conclusion pour vous dire qu'au final, ce qui nous a intéressé, pourquoi on a fait un terrain comparé France-États-Unis, c'était au fond une plateforme de crowdfunding. Elle n'arrive pas seule, elle a aussi une philosophie d'action derrière, elle est porteuse d'un système de valeurs. Et dans un contexte où, d'une part, il y a des engagements partiels de la puissance publique et d'autre part, des discours médiatiques et politiques qui insistent sur l'injonction à dépoussiérer le musée et donc potentiellement les outils pour le sauver, voire le réanimer, il est intéressant de voir que, au final, ces campagnes de crowdfunding sont essentiellement des outils avec des retombées communicationnelles fortes, tant en interne qu'en externe, mais aussi des outils de puissant réagencement des organisations, des compétences et du management, de ce qu'on demande très concrètement aux agents au quotidien. Merci.